Donc voici la Master System européenne, celle que j'ai eue pour Noël en 1988. Alors pas avec Phantasy Star parce qu'il était sorti un peu après. Mais aujourd'hui, je suis trop content de pouvoir vous montrer la différence qu'il y a entre la Master System européenne et la Master System japonaise. Qui sont deux consoles a priori identiques, mais il y a une grosse différence. Et la plus grosse des différences, indépendamment du fait qu'il y en ait une en 50 Hz et l'autre en 60 Hz, donc les jeux plus rapides en version japonaise et plus lents en version européenne, mais c'est surtout le son, la différence est assez incroyable. Donc, lançons Phantasy Star. Et donc voici la Master System japonaise. Alors a priori il n'y a pas énormément de différence, mais il y en a deux quand même évidentes. Un, ici on a la prise pour les lunettes 3D, qui était dans la version européenne sous forme d'adaptateur, je crois qu'on branchait dans le lecteur carte. Là on peut la brancher directement dessus. Et surtout la plus grosse différence vient du fait que le port cartouche est beaucoup plus fin. Ben, c'est très simple puisque les cartouches, voilà une cartouche japonaise de Master System. Et voici une version européenne. Donc on voit bien que les cartouches n'ont pas le même format. Donc on ne peut pas mettre de jeux européens dans une japonaise. Dans une console japonaise. Par contre, on peut bien sûr mettre les jeux japonais. Au passage, on essaye mon jeu préféré avec cette boîte totalement magnifique. Ça permet de comparer les deux. Voilà, européen, japonais. Bon là, il n'y a quand même pas photo. La japonaise, elle est encore une fois bien supérieure en termes de design. La boîte de Phantasy Star est d'ailleurs plus grosse que les autres. Parce qu'on voit qu'une boîte standard de version Mark III ou Master System japonais, c'est plutôt ce format-là. Donc la boîte de Phantasy Star était énorme. Pour la petite anecdote, ce jeu, donc Phantasy Star, moi c'est un jeu mythique pour moi. Ça a été la découverte des jeux de rôle. Je l'ai souvent évoqué et raconté. Et la version japonaise, c'était le jeu que j'avais mis en numéro 1 sur ma wishlist lors de mon premier voyage au Japon. Et j'avais réussi à le trouver très très facilement, sans chercher, aucun problème, puisque la Master System au Japon, ça avait fait un bid face à la Famicom. Donc les jeux Mark III ou Master System, puisqu'on le voit en haut là, ici, là, la première appellation de la Master System au Japon, c'était Mark III. Ça vient du fait que la Mark III donc était la troisième génération de consoles Sega, Mark I, Mark II, Mark III. Et après, ils ont changé le nom. Ils se sont alignés sur le nom européen de Master System. Donc, la Master System japonaise, la voici avec le jeu intégré. Et on va donc écouter la différence de son. Alors déjà, là, celle-ci, elle est 60 Hz. Donc la musique sera plus rapide. Et en plus, on va profiter de ce qui est pour moi quelque chose de révolutionnaire que j'ai appris dernièrement quand je suis allé au Japon. Je n'avais aucune connaissance de ça. Mais la Master System a eu deux types de sons intégrés dans les cartouches. Il y a le son standard qui était uniquement compatible avec les jeux Mark III. Et la Master System intègre en hardware la possibilité de lire je peux pas dire la piste son, mais le son FM contenu dans la cartouche. Donc en gros, il y a deux bandes son disponibles sur dans les jeux qui arborent ce petit logo FM. Quand on voit ce petit logo, c'est qu'il est possible d'écouter la bande son du jeu en FM et le son est vraiment totalement différent, beaucoup plus chaleureux et on a l'impression qu'il est mieux orchestré aussi. Ça, je sais pas si c'est le cas, mais c'est vraiment incroyable la différence. Alors écoutons ça.
je vais vous parler de la Mark III. Donc la voici, la Sega Mark III. Donc c'est la 3e génération de console Sega. Je vais vous montrer, puisqu'on parle de génération de console, je fais juste une aparté sur la première génération. Donc la toute première console de Sega, c'était celle-ci, la SG-1000. Donc Sega avait dénommé Mark I pour bien désigner que c'était la première génération de console. Après celle-ci, on a eu la SG-1002 ici. Donc on voit bien que le design est totalement différent. Là, c'est vraiment une console de base, alors que là, elle a un côté un peu plus futuriste, un peu plus ordinateur même quasiment. Elle s'appelle la SG-1002 et celle-ci s'appelait la Mark II. Et après ça, on a eu donc la Mark III qui a un design très très similaire à la Mark II, la Mark III. Donc ça signifie qu'il y a aussi une différence de génération de jeu. Là, on était vraiment sur du type de jeu ColecoVision. Là, on les voit à peu près. Donc les premières générations de jeux vidéo, donc assez pauvres, très peu d'interaction. Bon, même s'il y avait déjà des jeux qui ressemblent un petit peu à Outrun, mais c'était encore assez pauvre graphiquement. La Mark III, c'est vraiment l'ère Master System, donc c'est-à-dire avec des jeux quand même plus évolués, plus de couleurs à l'écran, et de nouvelles manettes aussi. Alors, non, pas tout à fait quand même. La Mark II avait quasiment les mêmes manettes que la Mark III. Par contre, la Mark III pouvait proposer des choses assez géniales que l'on va regarder maintenant. Donc, revoici la Mark III. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on peut mettre donc un jeu, par exemple Shinobi. Le jeu s'insère ici. Là, on pouvait mettre aussi des cartes, comme pour la version européenne de la Master System. Ce port carte permettait d'intégrer l'adaptateur 3D pour brancher les lunettes 3D dessus. Donc, voilà, puis là, on branchait le casque ici. Alors que là, sur la Master System sortie un petit peu après, on voit que le câble, l'entrée pour les lunettes 3D est directement disponible. Il n'y a plus besoin d'adaptateur puisqu'il est intégré en hardware dans la console. Ça, c'était une première innovation. La deuxième innovation, c'est que les jeux avec la bande FM intégrée commençaient à apparaître. Donc on le voit ici, Shinobi, qui est mon jeu culte que j'ai eu avec la console, avec la Master System à Noël en 1988. Donc je n'avais absolument pas connaissance de la version japonaise à cette époque. Mais on voit bien qu'elle arbore le logo FM. Ça nécessite un adaptateur, ce qui s'appelle le FM Sound Unit. Alors il est trop beau. Qui vient se fixer ici dans la grille d'aération grâce à ses pattes ici. Donc on le fait glisser comme ceci. Voilà. Et là, on branchait donc la nappe ici. La nappe se branchait dans ce port extension de la console. Alors j'adore le lettrage de la Mark III là, c'est trop beau dessus, c'est vraiment magnifique. Ça, ils auraient dû le garder, je trouve, pour les autres consoles. Parce que c'est vraiment magnifique. Donc voilà, alors elle a un design... que je trouve fabuleux. Quand on a rajouté les deux accessoires, là, on a l'impression qu'on a une version surboostée de la console. C'est quasiment l'équivalent d'une PlayStation Pro, c'est-à-dire qu'on passait d'une console standard à une console avec les capacités upgradées grâce à ces différents accessoires. Mais c'est surtout le module de son que l'on va regarder aujourd'hui. Et donc, ce module de son est intégré dans la Master System japonaise. Donc ça veut dire que on a une console par rapport à la version européenne que l'on avait nous ils n'ont jamais fait cet effort d'intégrer le son FM dans les jeux européens. Je trouve ça d'ailleurs vraiment tellement dommage. J'aurais tellement rêvé de pouvoir jouer à des jeux européens avec le meilleur son possible. Donc on va faire un autre test. Shinobi. On va commencer par écouter la version européenne. Voilà, Shinobi est dans la console.
Donc on voit toujours la cartouche plus épaisse. Alors pour qu'on se concentre vraiment sur le son lui-même et pas sur la vitesse du son, parce que le fait que la japonaise soit en 60 Hz et que la console française soit en 50 Hz, évidemment il y a une lenteur qui fait qu'on peut moins se concentrer sur le son lui-même. Donc on va faire une chose très simple, c'est que cette console elle a été transformée par Gamba Games pour pouvoir être switchée en 50 Hz. Elle n'accepte toujours pas le FM Sound, mais au moins on a la vitesse de la console japonaise. Testons ça. Alors, pour pouvoir passer en version 60 Hz, il suffit de laisser appuyer le bouton Reset. Voilà, quand c'est en rouge, ça veut dire que elle est passée donc en mode 60 Hz. Donc, Shinobi, est-ce qu'il y a une démo tournante avec de la musique ? Et maintenant, écoutons la version japonaise. Alors moi je suis totalement sous le charme de ces différences techniques entre les deux consoles, mais surtout sous le charme du FM Sound que je trouve tellement beau. Donc j'ai envie de réessayer tous les jeux que j'ai eu à l'époque et de voir la différence. C'est un peu comme redécouvrir des jeux 35 ans après. Il y a un côté quand même assez magique dans cette histoire. Là on va essayer donc R-Type, le shoot 'em up mythique de Irem, que j'ai eu aussi à la sortie de la console, sous les conseils, suite aux conseils d'un de mes potes qui l'avait vu en arcade et qui m'avait dit tu peux acheter ça, c'est du bon. Et effectivement, c'était du bon. Allons-y pour le test sonore. Et maintenant, testons la version japonaise. Alors, je peux pas ne pas parler du artwork japonais qui est complètement dingue. Même le format, il est trop beau. Cette espèce de dorure là qui fait le tour avec le gros 4 mégas qui indique bien que là, on était face à un jeu qui envoyait... Parce que le 4 mégas sur Master System, il n'y en a pas beaucoup. Les premiers jeux, ils faisaient 0,5 mégas. Après, on a eu pas mal de jeux 1 méga. Et les gros jeux comme Phantasy Star ou R-Type, c'était du 4 mégas. Il faut savoir que la conversion de ce jeu était vraiment représentatif de tous ces efforts que les développeurs faisaient pour convertir un jeu. D'ailleurs, la version PC Engine est scindée en deux, tellement c'était lourd à convertir et lourd à intégrer dans une cartouche. Alors il faut dire aussi que les cartouches de la PC Engine, qui étaient des cartes et non pas des cartouches, étaient très petites, donc ils ne pouvaient pas intégrer plus de composants. Mais là, sur le R-Type, on a tout ce qu'il faut. C'était une super conversion de l'arcade. Maintenant, voyons niveau son la différence avec la Master System française.
Alors, encore un autre essai de son, et ça me permettra aussi d'évoquer Spellcaster, qui est pour moi un des meilleurs jeux de la Master System. C'est vraiment une perle ce jeu. Graphiquement, il était incroyable avec plusieurs modes de jeu. Il y avait des phases action vue de profil ou plutôt plateforme. On avance, on tire, on peut même utiliser des pouvoirs pour sauter plus haut, par exemple, ou voler, ou ce genre de choses. Et il y a des phases aussi point and click, un peu comme les jeux d'ordinateur de l'époque, où on pouvait cliquer sur des objets, parler avec des personnages, aller d'un lieu à l'autre, on pouvait revenir dans des lieux où il se passait des actions après coup. C'était vraiment un jeu fabuleux. Et à la fin, il y a même une partie shoot 'em up. Mais bon, pour arriver à la fin, pour le finir ce jeu, c'était vraiment très très difficile. Donc voici la boîte française. On voit bien qu'il y avait la possibilité aussi de sauvegarder grâce à un password. Ça, c'était quand même vraiment très très pratique parce que il n'y avait pas de pile de sauvegarde comme il y en avait dans Phantasy Star, mais on pouvait quand même sauvegarder parce qu'il était quand même très très difficile à finir. Moi, j'ai jamais réussi à le finir, mais j'étais arrivé quasiment à la fin, je crois, juste avant le shoot 'em up. Donc j'ai découvert le shoot 'em up après coup en regardant des vidéos de gameplay à l'époque. Maintenant, testons le son. Alors, je ne sais pas s'il y a une démo tournante. On va voir. Donc voici la version japonaise de Spellcaster. Alors on peut voir que le artwork n'a vraiment rien à voir avec la version européenne. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que à la base ce jeu, il s'appelle Kujaku-o. C'est tiré d'un manga avec des moines guerriers. Kujaku-o, c'était un manga un petit peu érotique. Et voici, ça c'est le laserdisc de Shin Kujaku-o, donc c'est-à-dire le nouveau Kujaku-o, parce que Shin ça veut dire nouveau. Et c'est bon, le artwork est fabuleux, mais on reconnaît le héros ici, ou plutôt là. Là on le reconnaît bien. Et donc voici la version japonaise qui est sublime. Puisqu'on parle d'ailleurs de Kujaku-o, petite aparté là-dessus, puisque ce jeu a eu une suite. Et cette suite, elle est sortie sur Mega Drive. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, est-ce qu'elle est là en version européenne? Alors déjà, je vais vous montrer la version japonaise de la suite de Kujaku-o. Alors, elle doit être par ici. Elle est là. Donc on le voit, Kujaku-o. Et le 2. Donc c'est vraiment la suite directe du premier. Et ce jeu, il est connu sous le nom européen de Mystic Defender. Un super jeu d'action sorti au tout début de la Mega Drive. Bon, bien sûr, maintenant, il est un petit peu limité en termes de gameplay. Ça, c'est vraiment un jeu purement action. Il n'y a pas du tout le côté RPG qu'il y avait dans la version Master System, ni le shoot 'em up à la fin, ce genre de choses. C'est vraiment du plateforme action classique. Et on pouvait avoir des pouvoirs aussi, pareil que dans la version Master System. Graphiquement, c'était pas mal et la bande-son était géniale. Là, on a vraiment du son Mega Drive comme on l'aime. Et la version européenne de Mystic Defender. Voici la version européenne de Mystic Defender donc de Kujaku-o de la Mega Drive. Maintenant, on revient
dans l'autre pièce pour tester la différence de son entre donc Spellcaster, version européenne, et Kujakuo. Bon, je ne résiste pas à l'envie d'essayer ce jeu qui est vraiment mythique pour moi, Wonder Boy in Monsterland, dont on voit les petits pixel art en perles Ama que j'avais réalisé il y a quelques années. Ce jeu, il est vraiment mythique. Alors voici la version européenne avec sa pauvre jaquette dégueulasse. Alors bon, de loin c'est pas si mal, hein. Après bon, c'est vrai que les jaquettes Master System, on en a souvent parlé, le fait qu'elles soient tellement moches, elles deviennent quasiment belles maintenant. Alors même belles, moi je les adore maintenant. Ce quadrillage kitsch qui à l'époque faisait son petit effet, qui ne l'a plus fait dans les années 90-2000. Là maintenant je trouve qu'elles ont un charme assez fou. Donc Wonder Boy, ce jeu. D'abord une petite anecdote sur la Master System. Moi j'ai eu donc ce pack Master System à Noël en 1988 et il se trouve que c'était l'époque où j'avais des voisins, j'avais 3 voisins pardon, qui avaient mon âge, des garçons, et qui ont eu le même Noël que moi, la Master System. Ce qui nous a, alors moi je l'ai eu avec ces 4 jeux en 1988, donc Shinobi, Aztec Adventure, Kung Fu Kid et R-Type, ainsi que Ghost House en carte qui est ici. Et un de mes voisins, lui, a eu ce jeu, donc Wonder Boy. Et je ne connaissais pas du tout ce jeu. Peut-être que je l'avais croisé en arcade, mais j'ai pas vraiment de souvenirs particuliers. Mais je l'ai découvert donc chez lui. Il nous a invités à le tester. Et là, ça a été une découverte incroyable. Alors déjà, ce qui est génial, c'est qu'on était tous les 4 réunis dans son salon et on jouait chacun notre tour. Il n'y avait pas de sauvegarde sur ce jeu. Donc dès qu'on perdait, on recommençait au début. Et à ce moment-là, c'était l'occasion que l'un d'entre nous reprenne une nouvelle partie et recommence. Donc des fois, on attendait 30-40 minutes notre tour pour jouer. Mais quel plaisir de jouer à ce jeu qui était vraiment incroyable avec un côté plateforme et surtout cet aspect RPG où il fallait upgrader les équipements en trouvant de l'or notamment. C'était vraiment génial. Il y a même des passages secrets dans ce jeu où il fallait trouver des portes cachées qui menaient à la fin à un item secret. On avait le choix d'ailleurs entre 2 items, je crois. Un item qui permettait de tuer le dernier dragon plus facilement et une cloche qui permettait de trouver le bon chemin dans le dernier donjon. Ça aussi, c'était vraiment des souvenirs incroyables. Cette astuce, je l'avais découverte en arcade, en regardant quelqu'un y jouer, parce qu'une fois après que mon ami ait eu la version Master System, je suis allé en arcade voir comment les autres progressaient sur ce jeu. Et il y avait des experts en arcade, des mecs qui connaissaient tout, ils étaient des dieux pour nous, des mecs plus âgés quoi. Nous on était des petits novices, et puis on avait l'impression qu'en allant en arcade, on allait voir, c'était pas qu'une impression, on voyait les pros. Et donc ce mec qui était en train de jouer m'a fait découvrir ces passages secrets, et comme ça j'ai pu des années plus tard enfin finir ce jeu.
Enfin finir ce jeu qui était vraiment très très difficile. Alors maintenant, testons le son. C'est parti. Et voici la version japonaise de Wonder Boy in Monster Land. Alors déjà, un petit arrêt sur le artwork qui reste un de mes préférés de la Master System. Là, il y a vraiment tous les éléments du design des jeux des années 80. Un côté kawaii, chibi, super déformé, mais c'est trop bien dessiné. Vraiment, je trouve ça magnifique. Alors évidemment, c'est un petit peu enfantin, mais c'est tellement beau. Et celui-ci, au même titre que Phantasy Star, il était sur ma wishlist lors de mon premier voyage au Japon. Et comme Phantasy Star, je l'ai trouvé dès le premier magasin, qui était le magasin Medialand, dont j'ai parlé dans une vidéo consacrée à Akihabara et au magasin des années 90. Et à l'étage Sega, qui était l'étage de la Mega Drive et de la Saturn à l'époque aussi, mais il y avait aussi des jeux Master System, dont celui-là, qui est génial. Et donc nous allons tester le son. C'est parti. Pour finir cette vidéo, on va faire un petit point sur les jeux FM. Ce n'est pas le cas de tous les jeux. Donc certains ont les doubles bandes son normales et FM et d'autres non. C'est assez génial de rechercher les jeux qui sont FM parce que ça me donne envie de bien sûr tous les tester. Alors, bon, il y a ce jeu mais personne ne connaît en Europe. Alors ça, Hokuto no Ken, non, il n'a pas le logo FM, donc le Wonder Boy, on vient de le tester. Double Dragon est un jeu avec la piste FM. Bubble Bobble, non. Kung Fu Kid, non plus. Le premier Wonder Boy, non plus. Golvelius, il est FM. Ça me donne vraiment envie de le tester. Ça, c'est Zaxxon. Zaxxon 3D. Il est FM et en plus il utilise des lunettes. Donc là, il y a l'équipement maximum. Ken Seiden, je crois. Ken Seiden, oui. FM. Alors en japonais, celui-ci s'appelle Nazca 88, mais en Europe, il est connu sous le nom de Aztec Adventure. Mais il n'est pas FM. Ça, c'est un shoot, je sais plus ce que c'est. À l'Est, FM. Ça, je sais plus ce que c'est non plus. Ça non plus. SDI FM. Bon, R-Type, on l'a testé tout à l'heure. Il est FM aussi. Kimengumi High School, il ne l'est pas. Thunderblade. Ah, ça doit être cool à essayer parce que les musiques sont cool de Thunderblade. Captain Silver ici et FM aussi. Ça n'est pas FM. C'est d'ailleurs ce qui a servi de base à Alex Kidd, le 4e épisode d'Alex Kidd. Zillion. Donc Zillion 1, il n'est pas FM. Zillion 2, Triformation, il est FM. Shinobi, on l'a testé, il est FM. Il est FM. Ça, c'est pas FM. Space Harrier 3D,
c'est FM. Ça c'est Commando, je sais plus comment il s'appelle en français, mais c'est pas FM. Alien Syndrome, FM. The Ninja, qui fut un des premiers jeux de la Master System, il n'est pas FM. Lord of the Sword, il est FM, mais le jeu est pourri. Petite parenthèse, un de mes amis qui se reconnaîtra me l'avait prêté, il me l'avait échangé contre Golvelius, donc j'avais vraiment perdu au change cet été-là. Mais heureusement après on est resté amis et on a pu faire en sorte de se rendre les jeux. Très très mauvais jeu ça. Ça, alors d'ailleurs là on peut voir que les boîtes de Tecmo, elles sont grises. Silver cartridge, mais elles ne sont pas F. Ah si, il est FM celui-ci. Pac-Man. Alors ça c'est un jeu d'action FM. Je crois pas qu'il soit sorti en version européenne celui-ci. Ça c'est pas du FM. Outrun, dommage, il est pas FM. Spellcaster, on l'a testé. Alex Kidd, c'est le 2 celui-ci. Celui-ci est FM. Le premier Alex Kidd ne l'est pas. Et là, ce sont des cartes. Donc les cartes, il n'y en a aucune qui a le son FM, tout simplement parce que les cartes sont plus petites et qu'elles ne pouvaient pas intégrer suffisamment de place mémoire pour intégrer 2 pistes son. Par contre, le Miracle Warriors, avec cette boîte qui est quand même vraiment tellement belle, elle est sublime, avec une carte incroyable aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte parce qu'elle est trop belle. Phantasy Star est FM et le Alex Kidd BMX, celui-ci qui est sorti qu'au Japon, n'est pas FM. Voici la carte qui était vendue avec Miracle Warriors au Japon. Et voici. Elle est magnifique. J'adore les détails. Là, on voit un village en haut, les différents monstres. Et ça, là, ce personnage que l'on voit sur l'illustration de la boîte, c'est le dernier boss. On voit un petit village. Alors ça, c'est la carte qui était intégrée dans la version MSX japonaise. Et voici la version Master System. Elle est un petit peu différente. Il n'y a pas autant d'illustrations. D'ailleurs, il n'y en a pas en bas. Je l'ai mise à côté des plus belles cartes de jeux vidéo. Voilà, on finira cette vidéo sur cette magnifique carte et ce jeu que j'ai adoré, Miracle Warriors, bien qu'il était quand même bien moins bon que Phantasy Star. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt. Ne pas montrer cette carte qui est pour moi la plus belle carte de jeu vidéo. C'est celle-ci. Alors certains la reconnaîtront peut-être. C'est tiré de Grandia. La version japonaise de Grandia était vendue avec un petit feuillet, un CD audio et cette carte en tissu qui est totalement magnifique. Les détails, c'est super beau. Les couleurs aussi surtout. C'est vraiment un... Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre de composition, cette carte. Elle est absolument parfaite. C'est ce que j'aurais aimé avoir dans tous les jeux de rôle. D'ailleurs, beaucoup en avaient, mais pas aussi belle. Donc voilà.